Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un exercice un peu particulier. On va s'intéresser à un moment politique très précis, le discours à la nation du président camerounais, Paul Biya, celui du 31 décembre 2025. Et pour faire ça, notre source est un article d'opinion assez percutant qui s'intitule « Cameroun, le discours du 31 décembre ou l'obstination d'un pouvoir contre son peuple ». Bon, le titre annonce déjà la couleur. L'idée, c'est de décortiquer avec vous comment cet article analyse le discours. Il suggère qu'après 43 ans de pouvoir, on n'est plus dans un message de gouvernance classique, mais plutôt face aux symptômes d'un système politique déconnecté, presque enfermé dans le déni. C'est cette thèse qu'on va explorer. Allez, on y va. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que l'article, dès le départ, il nous invite à changer de regard. Il ne s'agit pas d'analyser le discours pour ce qu'il dit, mais pour ce qu'il révèle. L'idée centrale, c'est qu'à un certain point, le langage officiel ne décrit plus la réalité. Il cherche à la masquer. Du coup, le discours devient, comme le dit l'article, une sorte de pièce à conviction. Une pièce à conviction, j'aime beaucoup cette image. Et la première preuve que l'article met en avant, c'est ce qu'il appelle l'absence du pays réel. On a l'impression que le président parle d'un Cameroun un peu imaginaire, une nation abstraite qui n'a plus rien à voir avec le quotidien des gens. C'est exactement ça. L'analyse insiste là-dessus. Ce n'est pas un oubli, c'est un choix politique. Le discours, en fait, il passe complètement sous silence les difficultés concrètes. Les pénuries, l'inflation, la vie chère, les services publics qui s'effondrent. Et le chômage, surtout chez les jeunes. L'article emploie des mots très forts. Il parle de jeunesse sacrifiée. Ah ouais. Et de familles étranglées par l'économie. Le discours officiel, lui, il flotte bien au-dessus de tout ça. Attends, ça veut dire que pour l'auteur de l'article, ignorer ces problèmes, c'est carrément une stratégie. Mais dans quel but ? Maintenir une sorte de fiction ? Précisément, c'est une stratégie de survie politique en quelque sorte. Admettre l'étendue des problèmes, ce serait admettre une part de responsabilité. Donc, en décrivant un pays apaisé, travailleur, le pouvoir se conforte dans son propre récit. Il n'a pas à rendre de compte. Le discours ne s'adresse plus au peuple, il s'adresse à lui-même. D'accord, je vois. Et si le discours ignore cette réalité-là, de quoi il parle alors ? L'article se concentre sur un mot qui revient tout le temps, c'est le mot « paix ». C'est présenté comme l'argument ultime du régime. Oui, et c'est là que l'analyse devient vraiment fine. Vraiment fine. Elle ne dit pas que la paix n'est pas importante. Bien sûr, elle questionne la nature de cette paix. L'article pose des questions très directes, du genre « Est-ce qu'on peut parler de paix quand des régions entières sont sous tension, quand des crises sécuritaires durent depuis des années, ou quand la moindre contestation est vue comme une menace ?» Mais on pourrait objecter que 43 ans au pouvoir, c'est aussi une forme de stabilité, non ? C'est l'argument classique qu'on entend. Comment l'article démonte cette idée ? C'est une excellente question. Et l'article y répond en opposant deux concepts. D'un côté, la paix à construire ensemble, qui vient du dialogue, de la justice, et de l'autre, la paix à subir. Et c'est cette paix-là que le discours met en avant, selon l'analyse. C'est juste l'absence de guerre ouverte, maintenue par un contrôle très fort. C'est une paix imposée, la paix du silence. Je vois. C'est la différence entre une maison calme parce que tout le monde est heureux et une maison calme parce que tout le monde a peur de parler. L'apparence est la même, mais à l'intérieur... C'est une parfaite analogie, exactement. L'article conclut que cette paix est devenue un instrument de domination. En la brandissant comme ça, le pouvoir disqualifie toute critique. D'accord, donc l'argument de la paix ne tient pas, selon l'article. Et l'économie sérieuse. Qu'en est-il du discours sur la résilience, les efforts ? Est-ce que là, au moins, ça colle un peu plus ? Alors là, c'est le grand écart. D'un côté, on a le vocabulaire officiel, les efforts, résilience, perspectives encourageantes. De l'autre, l'article dresse un tableau beaucoup plus sombre. Sous-emploi massif, des diplômés qui deviennent taxi-moto, une économie informelle comme seul refuge, la fuite des cerveaux, un endettement énorme. Pour l'auteur, promettre un décollage économique après 40 ans, ça relève de la mise en scène. Le nom mise en scène est très fort quand même. Ça implique une intention de tromper, pas juste une erreur d'analyse. Qu'est-ce qui, dans le texte, appuie une idée aussi radicale ? Eh bien, l'article ne fait pas que lister les problèmes. Il essaie d'identifier la cause. Et selon lui, le problème, ce n'est pas un manque de potentiel. Le problème, c'est que le système est conçu pour que les opportunités soient, et je cite, confisquées au profit d'une minorité.
La mise en scène, du coup, c'est de faire croire que cette économie de rente est une économie de développement pour tout le monde. Ça m'amène à un point que j'ai trouvé particulièrement puissant dans cette analyse, ce que le discours ne dit pas, les silences. Oui. Et c'est peut-être la partie la plus grave de l'accusation, en fait. L'analyse note qu'il n'y a pas un mot pour les victimes. Les victimes des crises sécuritaires, les détenus d'opinion, les exilés, les familles endeuillées. Rien. Pour l'auteur, ce n'est pas un oubli. C'est le symptôme d'un pouvoir qui ne se sent plus redevable. La souffrance est tout simplement effacée du récit national. Il y a une phrase à ce sujet dans l'article qui est terrible. Elle m'a vraiment marqué. Je pense savoir de laquelle vous parlez. Elle est très, très forte en effet. Un pouvoir qui se tait face à ses victimes ne gouverne plus. Il administre le silence. Voilà, il administre le silence. C'est glaçant. Ça veut dire que gouverner, ce n'est plus qu'une sorte de gestion froide où les victimes sont des dossiers à classer. C'est ça l'accusation centrale de l'article finalement. Je crois que c'est le cœur moral de l'argumentaire, oui. Le décalage n'est plus seulement factuel, il devient éthique. Le discours n'est plus seulement déconnecté, il devient, selon l'auteur, inhumain. C'est une rupture, pas seulement politique, mais affective. Et cette rupture, ce silence, l'article les lie directement à la longévité du pouvoir. 43 ans. C'est une durée qui dépasse l'entendement. Signe de bonne santé, c'est un symptôme d'asphyxie, de verrouillage. Un verrouillage qui a des conséquences sur la nature même de l'État, si je comprends bien. Ça va au-delà de la personne du président. Absolument. L'article soutient que cette longue concentration du pouvoir a transformé l'État en propriété privée. Les institutions ne seraient plus au service de tous, mais au service de la préservation du régime. Mais c'est paradoxal parce que l'article mentionne aussi une autre dynamique, une sorte de fragmentation du pouvoir. Le président parle, mais il semble de plus en plus distant, comme s'il n'incarnait plus l'action. Comment un pouvoir peut-il être à la fois hyper personnalisé et fragmenté ? Ça a l'air contradictoire. C'est une observation très juste de l'article. Il décrit ça comme un effacement progressif de la responsabilité politique. Le pouvoir est personnalisé dans son symbole, le président, mais il devient diffus, opaque dans son exercice. On ne sait plus qui décide vraiment. Le président fait le discours, mais le gouvernement semble partir dans tous les sens, au gré des luttes de clans. Ce qui crée une sorte de vide au sommet, en fait. Précisément. Et c'est là que le danger apparaît selon l'analyse. Parce que, et je cite, « ce vide au sommet nourrit l'arbitraire à la base ». Quand la ligne n'est plus claire, chaque ministre, chaque haut fonctionnaire peut agir pour son propre compte. Et à la fin, c'est toujours le citoyen ordinaire qui en paie le prix. Donc si on résume la trajectoire de l'analyse, un discours déconnecté qui instrumentalise la paix, ignore les vrais problèmes, administre le silence, le tout sur fond d'un pouvoir usé par une longévité anormale est devenu opaque. La conclusion de l'article doit être sans appel, j'imagine. Elle l'est. La formule finale est lapidaire. Le discours du 31 décembre 2025 est qualifié de « discours contre son temps ». Contre son temps, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? L'article le détaille. C'est un discours contre une jeunesse qui n'accepte plus d'attendre. Contre une société qui, notamment via les réseaux sociaux, commence à nommer les problèmes que le discours officiel s'obstine à taire. Et enfin, contre l'histoire elle-même, qui, selon l'auteur, finit toujours par rattraper les régimes qui refusent de changer. La toute dernière phrase sonne comme une mise en garde. Aucun État ne survit durablement contre son peuple. En somme, si on met tout ça bout à bout, l'analyse nous dépeint un pouvoir qui a perdu le contact. Pas seulement avec la réalité sociale, mais avec le temps lui-même. Un pouvoir qui, selon l'article, commet l'erreur de confondre le silence des gens avec leur consentement et sa propre longévité avec une légitimité. C'est une excellente synthèse. L'article se termine sur une idée assez puissante. Le Cameroun, dit l'auteur, ne manque pas de discours. Ce qui lui manque, c'est le courage politique. Le courage de regarder la réalité en face. Et il ajoute, sans surprise, que ce courage ne viendra sans doute pas de ceux qui, après 43 ans, continuent de parler comme si rien n'avait changé. Et ça nous laisse avec une pensée en suspens, qui va au-delà de ce cas précis. Quand une analyse comme celle-ci suggère qu'un système politique a atteint ses limites, ça nous oblige à nous poser une question fondamentale. D'où vient le renouvellement ? Comment une société se réinvente-t-elle quand les institutions en place semblent conçues pour empêcher tout changement ? C'est une question ouverte et probablement la plus importante de toutes.